Grâce à l'iPhone que tu as dans ta poche, tu as pris l'habitude de naviguer sur le web, de jouer à des jeux et de te connecter avec tes amis sur les réseaux sociaux. Et si je te disais qu'il y a beaucoup plus d'utilisations cachées et de choses que tu peux faire avec? Toucher le dos de l'appareil. Tu as déjà vu le magnifique logo Apple à l'arrière de ton iPhone? Si tu as une coque, vas-y, enlève-la pour voir ce qu'il en est. Bon, tu te dis probablement, il n'y a rien de secret là-dedans, le logo de la marque est évident sur mon iPhone. Bien sûr, il ne semble pas si spécial, mais savais-tu qu'il s'agit de bien plus qu'une simple décoration? Il s'agit aussi, en fait, d'un bouton. Tu ne me crois pas? Essaie-le. Mais avant d'y toucher comme si tu utilisais ton téléphone à l'envers, tu dois ajuster tes paramètres. Il y a une raison pour laquelle cette fonction très pratique est considérée comme secrète. Tout d'abord, ouvre tes paramètres, tape sur Accessibilité, puis sur le menu Toucher. Et va jusqu'au bas de la liste, où tu trouveras l'option Toucher le dos de l'appareil. Tu l'as trouvé? C'est parfait. Tu peux choisir l'option double tapotement ou triple tapotement selon ce que tu préfères. Et surtout, tu auras une multitude d'options parmi lesquelles choisir. Tu peux faire en sorte que la fonction Toucher le dos de l'appareil prenne une photo avec l'application Appareil photo. Alerte Siri, change d'application et même faire une capture d'écran. Cela te simplifiera grandement la tâche par rapport à la gymnastique des doigts lorsque tu dois faire une capture d'écran. Règle la prononciation de Siri. As-tu déjà demandé à Siri d'appeler un ami? Tu as peut-être dit « Siri, appelle Hermione » pour que Siri réponde « Appelez Hermione ». D'accord, tu n'as peut-être pas la meilleure amie de Harry Potter dans ta liste de contacts, mais nous pouvons tous convenir que ce n'est pas le nom le plus facile à prononcer. Siri est peut-être l'un des assistants numériques les plus intelligents du marché des smartphones. Et parfois, il fait le malin. Mais le compagnon de l'iPhone a souvent du mal à prononcer les noms les plus courants. Si cela te dérange, tu seras ravi d'apprendre que tu peux corriger les prononciations de Siri. La méthode la plus simple consiste à prendre Siri sur le fait et à lui dire « Cela ne se prononce pas comme cela ». Cela incitera Siri à demander la bonne prononciation pour chaque nom, prénom, second prénom et nom, ou le nom d'un lieu s'il ne s'agit pas d'une personne. Une fois que tu l'as indiqué, Siri génère des options et tout ce que tu as à faire est de choisir la bonne. Si ton meilleur ami numérique a encore du mal, tu peux l'aider en l'épelant. Ouvre tes contacts, sélectionne la personne que Siri a du mal à prononcer et choisis Modifier. Tu peux ajouter la prononciation correcte dans la section Notes en utilisant la prononciation phonétique et cliquer sur Épeler la prononciation pour entraîner Siri à le prononcer correctement. Même un assistant numérique super intelligent a parfois besoin d'aide. Hé Siri, c'est Leviosa, pas Leviosar. Appli de mesure. Transporter une boîte à outils est trop encombrant. Ou peut-être que tu as oublié dans quel tiroir tu as mis ton mètre. Ce n'est pas grave, l'iPhone a d'autres secrets qui te seront utiles. Tu savais que l'iPhone possède dans son arsenal quelques outils qui répondront à tes besoins en matière de menuiserie? Prends l'application Mesure par exemple. Tu n'as plus besoin de ce long mètre pour mesurer ta table basse, ta bibliothèque ou ton canapé. L'application utilise la réalité augmentée pour mesurer les objets autour de toi, à l'aide de la caméra de ton téléphone. La première chose que tu dois faire est de déplacer ton téléphone pour que l'application puisse analyser la zone que tu souhaites mesurer. Tu finiras par trouver un cercle blanc avec un point au milieu de ton écran. À partir de là, ce n'est pas très différent d'un vrai mètre. Il suffit d'aligner le point avec le coin de l'objet que tu souhaites mesurer et de l'emporter jusqu'à l'endroit où tu veux que la mesure se termine. Si tu es un constructeur, tu voudras peut-être t'en tenir au mètre physique pour des mesures plus précises. Cette option n'est pas nécessairement destinée aux professionnels. Mais l'application est excellente pour obtenir une estimation. L'application Mesure peut aussi servir de niveau. Il suffit de passer à l'onglet Niveau de l'application et de placer ton téléphone sur la surface où tu souhaites obtenir une mesure. Lorsque tu obtiens un écran vert et une lecture de 0, ta surface est bien de niveau. Ce n'est pas si différent de la fonction de niveau de l'application Boussole, de sorte que tu as peut-être déjà eu une certaine expérience avec cette fonction. Avec ta nouvelle boîte à outils numérique, ton iPhone va faire de toi la personne la plus bricoleuse de la maison. Crée une vibration personnalisée. De nos jours, nous vivons tous à un rythme effréné.
Et que nous soyons au travail, au cinéma ou à l'école, le plus souvent, notre iPhone est réglé pour vibrer. Bien sûr, il y a des sonneries sympas parmi lesquelles choisir. Mais il n'y a pas beaucoup d'occasions où une petite musique venant de notre poche ne distrait pas ceux qui nous entourent. Ou pire encore, que notre téléphone soit confisqué par un employeur ou un professeur mécontent. Heureusement, il existe de nombreuses options de vibration. Tu en as probablement plusieurs pour différentes occasions et différents contacts. Aucun de ces paramètres ne te convient? Apple a aussi une solution pour cela. Une autre fonctionnalité cachée de l'iPhone permet de créer une vibration personnalisée pour tes alertes. Si tu veux sentir le rythme de ta chanson préférée lorsque ton meilleur ami t'appelle ou t'envoie un texto, ou lorsqu'il est l'heure de te réveiller le matin, tu peux créer ce rythme sur ton iPhone. Une fois de plus, tu devras aller dans ces pratiques réglages, puis dans son et sonnerie. Choisis la tonalité que tu souhaites personnaliser, touche vibration, puis créer une nouvelle vibration. L'étape suivante consiste à créer ces douces vibrations comme un DJ sans son en tapant du doigt sur l'écran, jusqu'à ce que tu obtiennes le rythme silencieux qui te convient. Tu disposes maintenant d'une option de vibration à ton goût. Cela pourrait même faciliter les réveils matinaux. Comme les Beach Boys, tu vas attraper de bonnes vibrations. Picking up good vibrations. Pavé tactile. Avec les smartphones, nous n'avons plus besoin de deux mains pour utiliser un clavier. Il suffit d'un bon doigt. Pourtant, cela peut parfois s'avérer un peu fastidieux, car les fautes de frappe sont faciles à faire. Et tous tes caractères ne peuvent pas tenir en même temps sur ce clavier bondé au bas de l'écran de ton téléphone. Tu peux être en train de taper un long texte et te rendre compte que tu as oublié le R dans le mot « marcher » quelques phrases plus loin. Ce qui pourrait donner à tes amis une fausse idée de ce que tu fais. La correction peut s'avérer fastidieuse, et le plus simple est souvent d'effacer le mot entier et de le réécrire. Du moins, en théorie. Si tu es très attaché à la grammaire dans tes SMS, tu peux passer ton clavier en mode pavé tactile pour faciliter l'édition. Et exact, un autre joyau caché de ton iPhone. Il est aussi très facile d'accès. Il te suffit de maintenir ton doigt sur la barre d'espacement. Toutes les autres touches s'effacent et tu peux déplacer le curseur là où tu veux. Tu n'as plus qu'à enlever ton doigt de la barre d'espacement pour continuer à taper. Un autre aspect fastidieux de l'écriture sur le minuscule clavier de l'iPhone consiste à changer d'onglet pour utiliser les chiffres et les symboles. Cela a peut-être l'air de rien, mais c'est sans doute un peu frustrant lorsque tu dois faire des allers-retours plusieurs fois dans le même message. Cependant, il existe une autre fonction cachée dans le clavier de ton iPhone qui te permettra d'y remédier. Maintiens la touche enfoncée au lieu de toucher l'onglet numérique 1, 2, 3. Et l'onglet chiffres et symboles apparaîtra. Tant que tu le maintiens enfoncé, cet onglet restera ouvert pour choisir ton caractère. Et en le libérant, tu reviendras aux lettres. Bientôt, tu seras assez rapide pour écrire un roman sur ton smartphone. Tu as déjà attaché une ficelle entre deux gobelets en plastique pour pouvoir parler à un ami depuis les deux extrémités de ta maison. Cela pouvait te sembler assez cool à l'époque, mais ce gobelet en plastique ne pouvait pas t'indiquer la météo ou te permettre d'envoyer un email, n'est-ce pas? En effet, nous avons parcouru un long chemin depuis le téléphone à fil. En fait, peux-tu imaginer la vie avant les smartphones? Ils sont devenus presque comme nos vêtements ou les chaussures avec lesquelles nous marchons. C'est l'accessoire que nous utilisons le plus. Maintenant que tu connais certains de ces secrets pratiques, tu seras un pro de l'iPhone. Toutefois, si ces secrets ne sont pas pour toi, c'est vrai, il reste toujours le téléphone à fil. Au moins, il ne tombera pas en panne de charge. Une porte qui ne cesse de se refermer alors que tu es en train de déménager peut être très agaçante. Pour remédier au problème, attache un élastique autour de la poignée de chaque côté de la porte, de façon à ce qu'il se croise au niveau du loquet. Ce dernier ne pourra alors plus sortir et la porte ne se verrouillera pas. Pour savoir si tes draps sont complètement secs après les avoir étendus, place un miroir en dessous. Laisse-le là pendant environ 5 minutes et si de la vapeur s'en dégage, cela signifie que les draps sont encore humides. Or, un lit humide peut être un terrain propice aux moisissures et autres champignons désagréables. Tu peux peinturlurer le bout de tes clés avec du vernis à ongles de différentes couleurs pour pouvoir facilement les différencier. Pour verser la quantité parfaite d'huile ou de sauce pour salade, fais des trous dans l'opercule plutôt que de le retirer complètement. Cela évitera qu'une trop grande quantité ne sorte rapidement de la bouteille.
Pour éviter que les pansements ne glissent de ton doigt, découpe une ligne de chaque côté. Cela créera 4 petites bandes collantes plutôt qu'une grande et il sera beaucoup plus facile de les fixer. Si tu entres dans des toilettes publiques et que tu vois que quelqu'un a mis un gobelet rouge sous la lunette, mieux vaut choisir une autre cabine. Cela signifie qu'il n'y a pas de papier toilette dans celle-ci. Le gobelet rouge remplace souvent le rouleau de papier toilette, qui est aussi placé sous la lunette pour la même raison. En parlant de toilettes, les toilettes publiques ont souvent un espace entre le sol et la porte. La raison d'un tel manque d'intimité est justement de minimiser celle-ci, ainsi que le niveau de confort afin que les gens ne restent pas trop longtemps et qu'il n'y ait pas de file d'attente. C'est aussi plus facile à nettoyer comme ça et plus sûr si une urgence survient. Tu as oublié de mettre ta boisson dans le réfrigérateur, enroule une serviette en papier humide autour d'elle et mets-la au congélateur. En seulement 15 minutes, ta boisson sera glacée. Au lieu de remplir ton sac à main ou ton portefeuille de cartes de fidélité de différents magasins, tu peux les prendre en photo. Prends juste une photo du code barre ainsi qu'une photo de l'avant pour savoir de quelle carte il s'agit. Ensuite, lorsque tu te rends dans ton magasin, il suffit de scanner le code barre directement sur ton téléphone pour collecter tes points. Si tu utilises ton téléphone pour regarder quelque chose et que tu en as assez de le recaler parce qu'il tombe sans cesse, essaye de te servir de tes lunettes de soleil. Il suffit de les placer à l'envers et d'utiliser les branches pour maintenir ton téléphone en place. Si tu n'as pas de pièces de monnaie de la bonne taille à mettre dans un caddie la prochaine fois que tu iras au supermarché, tu peux utiliser une clé à la place. Si tu as une clé avec un bout arrondi, tu peux l'insérer dans la fente et le caddie devrait se déverrouiller. Si tu as du mal à faire tenir tes galettes de tacos en place, utilise un plateau à muffins. Retourne le plateau, vaporise-le d'huile et place tes galettes dans les interstices. Fais-les cuire pendant environ 10 minutes à 180 degrés pour obtenir la galette croustillante parfaite. Tu peux utiliser une bouteille d'eau pour séparer les jaunes d'œufs. Tiens la bouteille au-dessus du jaune et presse-la pour l'aspirer. Ensuite, fais-le simplement tomber dans un bol séparé. La prochaine fois que tu auras du mal à nettoyer ton ventilateur de plafond, utilise une tête d'oreiller. Fais glisser la tête d'oreiller sur chaque pale pour essuyer la poussière. De cette façon, l'excès de poussière sera piégé à l'intérieur de la tête et ne te tombera pas dessus. Pour bien nettoyer ton mixeur, remplis-le de savon et d'eau chaude. Mets-le en marche pendant environ 10 secondes et laisse l'eau tourbillonnante faire le gros du travail. Ensuite, il suffit de le rincer pour qu'il soit propre. Pose une bande de ruban de masquage avant de percer un mur en plâtre. Le ruban devrait empêcher le plâtre de s'écailler ou de répandre de la poussière partout sur le sol. Si tes chaussures sentent mauvais, mets quelques sachets de thé sec à l'intérieur. Ils absorberont les mauvaises odeurs. Essaye d'utiliser du dentifrice pour enlever les petites rayures sur les meubles. Frotte-en une quantité de la taille d'un petit pois sur ta rayure en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce qu'elle s'efface. Puis essuie-la avec un chiffon humide et ton meuble sera comme neuf. Perce 2 petits trous dans le fond de ta poubelle pour empêcher le sac de se coincer quand tu le sors. Les trous empêchent l'effet de vide qui piège le sac à l'intérieur. Tu peux facilement enlever le résidu collant des étiquettes de bocaux en utilisant de l'huile de cuisine. Imbibe un coton d'un peu d'huile, puis frotte-le sur la zone collante, laisse reposer pendant quelques minutes, puis le résidu devrait s'enlever facilement. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour que ton nouveau pull en laine te démange moins. Il suffit de le tremper dans de l'eau tiède avec quelques cuillères à soupe d'après-shampoing et de le laisser pendant 15 minutes. Ensuite, il suffit de le sécher et ton pull sera beaucoup plus soyeux. Une odeur sur tes doigts peut être éliminée avec du dentifrice à la menthe. Frotte-les ensemble avec du dentifrice, puis rince-les bien. Cela t'aidera à te débarrasser de l'odeur et agira aussi comme un léger gommage. Avant de jeter tes vieilles baskets, munis-toi d'une vieille brosse à dents et d'un peu de dentifrice. Fais pénétrer le dentifrice dans les endroits sales et laisse agir pendant au moins 10 minutes. Essuie-les avec un chiffon humide et recommence si ça n'a pas bien fonctionné la première fois. Fais attention au dentifrice coloré, il peut laisser des taches. En lavant tes vêtements à basse température ou mieux encore en les lavant à froid, tu les feras durer 2 fois plus longtemps. En les faisant sécher dehors sur une corde, ils dureront aussi plus longtemps que si tu utilises un sèche-linge. Les fermetures éclairs en métal sont très durables, mais elles se coincent plus facilement que les autres types de fermetures. Il suffit de frotter doucement un savon sur les dents des 2 côtés de la fermeture éclair. Le résidu aidera à la lubrifier, ce qui la rendra plus facile à ouvrir et à fermer.
Lorsque tu ne peux plus extraire de dentifrice de ton tube, coupe-en simplement l'extrémité. Cela te permettra de mettre ce qu'il reste à l'intérieur sur ta brosse à dents en cas de besoin. S'il y en a assez pour plus d'une utilisation, mets-le dans un sachet en plastique pour plus tard. Congeler les bougies avant de les utiliser peut les faire brûler beaucoup plus lentement. Cela refroidira la cire et prolongera son temps de fonte. Les ficelles sur ton paquet de coton servent à l'accrocher quelque part. Et non, il n'est pas nécessaire de détacher et de resserrer le sachet. Regarde le bas du paquet, il y a une fente perforée. Déchire-la et tu peux maintenant sortir les cotons un par un. Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, tu pourras le confirmer. Elles ont un goût répugnant et laissent un arrière-goût aigre dans la bouche. C'est parce qu'elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, l'un des goûts les plus atroces que l'on connaisse. En réalité, les fabricants le rajoutent exprès pour empêcher les enfants d'avaler ces cartouches. Dans une voiture, les appuis-têtes sont là pour le confort et les appuis-têtes détachables sont aussi là pour la sécurité. Si tu retires l'appui-tête du siège, tu verras 2 barres assez solides. Si jamais tu te retrouves enfermé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en cassant la vitre avec ces barres. Les bords rugueux des pièces ne sont pas seulement une question de design. Autrefois, les pièces étaient faites de métaux précieux pour montrer leur valeur réelle. Mais les gens en rognaient les bords, dépensaient les pièces rognées avec la même valeur et faisaient fondre les bords pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, ce motif a été ajouté afin que l'on puisse savoir si quelqu'un avait rogné la pièce. La grille noire sur la porte du micro-ondes n'est pas juste décorative, on appelle cela une cage de Faraday, et elle empêche les rayons de s'échapper du micro-ondes. Elle accélère aussi le chauffage, ce qui te permet de profiter plus rapidement des restes de la veille. La triple poignée d'un bidon d'essence est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le carburant de manière uniforme. Les bidons ont souvent un deuxième trou, qui doit en fait être débouché aussi avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se déverser n'importe comment et évitera donc tout gaspillage de carburant. Les pneus du train d'atterrissage n'éclatent pas car ils sont conçus pour une charge 4 à 5 fois supérieure à celle qu'ils subissent lors de l'atterrissage. La roue elle-même peut se casser, mais le pneu n'éclate pas. Cette petite astuce basée sur la psychologie comportementale peut t'aider à choisir la file la plus rapide à l'aéroport. S'il y a plusieurs lignes à l'enregistrement, opte pour celle de gauche. Tu devrais arriver plus rapidement au comptoir de cette façon. La plupart des gens sont droitiers et choisissent intuitivement le côté droit. Ta peau devient généralement un peu sèche pendant le vol. Cela se produit en raison du faible taux d'humidité dans la cabine. Apporte une bonne crème hydratante avec toi pour garder ta peau hydratée à bord. Savais-tu que le pilote et le copilote d'un avion mangent toujours des repas différents avant un vol ? De cette façon, si l'un d'eux a une intoxication alimentaire, l'autre pourra prendre le contrôle de l'appareil. Les tablettes d'avion font partie des surfaces les plus sales de la cabine, alors assure-toi de te laver les mains fréquemment. Et nettoie la tablette avec une lingette antibactérienne pour te débarrasser de toutes les bactéries qui y pullulent. Si tu es assis sur un siège côté couloir, tu peux avoir plus d'espace pour allonger tes jambes. Il te suffit d'appuyer sur le bouton situé sous l'accoudoir le plus à l'extérieur. Cela fera remonter l'accoudoir, te donnant plus d'espace pour tes jambes et empêchant l'accoudoir de s'enfoncer dans tes côtes. Voici une raison pour laquelle la lumière de la cabine est tamisée. Les passagers doivent s'habituer à l'obscurité au cas où un atterrissage d'urgence aurait lieu la nuit. De cette façon, leurs yeux seront déjà habitués à l'absence de lumière, ce qui facilitera l'évacuation. Les agents de bord te demandent de relever les stores des hublots pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dehors. Ainsi, ils peuvent choisir la meilleure façon d'évacuer les passagers en cas d'urgence. Presque tous les avions de ligne sont blancs, car cette couleur reflète le mieux les rayons du soleil et empêche l'avion de surchauffer. Une autre bonne raison est que la peinture blanche est moins chère. De plus, les ouvriers et les ingénieurs peuvent facilement remarquer tout dommage sur une surface blanche. Il est préférable d'éviter de prendre des décisions importantes pendant un vol. Ton cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène à de telles hauteurs et cela affecte négativement son fonctionnement. Le chewing-gum, les bonbons durs et les bonbons à la menthe peuvent t'aider à éviter d'avoir les oreilles qui se bouchent pendant le décollage et l'atterrissage. Ce n'est pas grâce au bonbon lui-même, mais grâce au processus de déglutition. Bâiller aide aussi. Quant au chewing-gum, il aide aussi à se débarrasser de cette mauvaise haleine causée par l'air raréfié des hautes altitudes qui retire l'humidité de ton corps.
L'air sec peut te donner l'impression que tu es en train de prendre froid. L'air de la cabine assèche ton nez et ta gorge comme si tu avais les symptômes d'un rhume. Ces symptômes disparaissent généralement juste après l'atterrissage. L'eau utilisée pour faire du café et du thé à bord n'est pas toujours très propre. De nombreuses compagnies utilisent aujourd'hui de très bons filtres à eau, mais il vaut mieux demander de l'eau en bouteille si tu as soif. Ce petit triangle sur la paroi de l'avion au-dessus de ton siège signifie beaucoup pour les agents de bord. Ces triangles marquent les fenêtres à travers lesquelles tu peux voir les feux clignotants. Ceci signale la rétractation des freins d'atterrissage et la fermeture des volets. Mettons que les pilotes découvrent qu'il y a un problème. Dans ce cas, un agent de bord se précipitera vers la fenêtre nécessaire pour vérifier ce qui se passe. Et pour les passagers, c'est simplement le meilleur endroit pour les photos puisque tu peux voir les ailes parfaitement. Les sièges situés au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, sont les meilleurs si tu as le mal des transports. Cette zone est plus équilibrée et tremble moins pendant les turbulences. Si tu as tendance à être nerveux pendant le vol, fais un peu d'exercice physique juste avant de monter dans l'avion. Une petite séance d'entraînement aide à réduire ton niveau de stress et fait en sorte que ton corps libère des endorphines, les hormones du bonheur. De plus, cette activité physique compense les heures que tu passes assis sans bouger. Les turbines sont placées sous les ailes car cela rend l'entretien des moteurs moins cher, plus rapide et plus facile. Auparavant, elles étaient placées au niveau de la queue. Cela nécessitait un équipement coûteux et beaucoup plus de temps pour les réparer. Lorsqu'on a commencé à installer les moteurs sous les ailes, le prix des billets a baissé. Imagine que tu voles dans une montgolfière. Tu vois le système de brûleur installé sous le ballon, aussi appelé enveloppe. Il chauffe l'air à l'intérieur, ce qui fait monter la montgolfière. Les turbulences à bord d'un avion sont ce même air chaud, mais créé par la nature. Lorsque l'air se réchauffe, il fait monter un avion. Lorsqu'il devient plus froid, l'avion descend. Et les passagers ont l'impression de faire des montagnes russes. Un courant d'air chaud laissé par un autre avion peut aussi provoquer des turbulences. C'est un phénomène courant sur la plupart des vols. Mais généralement, les turbulences sont si légères que les passagers ne les ressentent pas. Sais-tu que les avions peuvent voler même après la panne d'un moteur ? Les pilotes peuvent gérer une telle situation d'urgence et faire atterrir l'avion en toute sécurité. Les passagers peuvent ressentir une légère inclinaison pendant le vol, mais dans la plupart des cas, ils ne savent même pas que l'avion vole avec un seul moteur. Tes yeux reçoivent l'oxygène directement de l'air. Il n'est pas acheminé par le sang. Tes yeux peuvent donc être un peu secs pendant le vol. Mets des gouttes pour les yeux dans ton bagage cabine, elles t'aideront à garder tes yeux humides. Il est interdit de transporter de grands volumes de liquide à bord car certaines substances dangereuses peuvent facilement être dissoutes dans l'eau. Si un avion doit amérir, ses ailes deviennent des bouées de sauvetage. Les réservoirs de carburant vides aident aussi les avions à flotter. D'ailleurs, il peut s'écouler de 10 à 60 heures avant que l'avion ne coule. Tout dépend du modèle, des conditions météorologiques et de la compétence des pilotes. Ces hôtesses de l'air souriantes que tu rencontres lorsque tu entres dans la cabine cachent généralement leurs mains derrière leur dos. Elles comptent les personnes qui entrent dans l'avion pour s'assurer que tous les passagers soient à bord. Malgré tout ce que les gens disent sur la nourriture dans les avions, elle n'est en réalité pas si mauvaise. Le problème, c'est ton sens du goût, qui n'est plus aussi performant car l'air de la cabine rend ta bouche sèche. Il émousse aussi ton odorat. C'est pourquoi les compagnies aériennes ajoutent beaucoup d'épices et de sel à leurs repas. Est-il vrai que tes cheveux poussent plus vite pendant un vol ? Pas vraiment. Les scientifiques n'ont pas réussi à le prouver. Ce mythe est apparu dans la première partie du XXe siècle, lorsque certains passagers ont remarqué que leur barbe avait davantage poussé pendant un vol. Il est normal que les gens aient des maux de tête pendant un vol, surtout juste après le décollage. Tu montes à une altitude plus élevée que le mont Everest en l'espace de 10 minutes environ. Ces changements se produisent trop rapidement pour que ton corps puisse s'adapter. Les ceintures de sécurité des avions sont placées au-dessus de ton ventre pour t'éviter d'être projeté contre le plafond en cas de turbulence. Lorsque cela se produit, l'avion commence à bouger de haut en bas et ta ceinture te maintient fermement. A l'inverse, les ceintures de sécurité dans les voitures protègent les gens des collisions horizontales. Les avions ont une protection spéciale contre la foudre. Même si elle frappe, les passagers ne la sentiront pas. Les avions sont recouverts d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique mais ne le laisse pas pénétrer à l'intérieur de l'avion. L'électronique et les réservoirs de carburant ont aussi une protection supplémentaire. Les sièges d'avion sont inconfortables parce que les compagnies aériennes essaient de faire entrer le maximum de passagers dans un avion. C'est pourquoi il y a si peu d'espace entre les sièges.
2 rangées supplémentaires signifient 12 passagers de plus. En outre, les compagnies fabriquent des sièges d'avion plus légers pour économiser sur les coûts de carburant. Même un poids supplémentaire, apparemment insignifiant, peut coûter des milliers d'euros à une compagnie aérienne. Et au fait, ton siège a un revêtement ignifuge. C'est nécessaire pour éviter qu'un incendie ne se propage en cas d'accident. Les employés d'aéroports transportent les bagages non réclamés dans des centres spéciaux. Si le propriétaire ne se manifeste pas dans les 3 mois, le bagage est mis en vente dans des magasins spécialisés. Autrefois, tu ne pouvais pas utiliser ton téléphone dans un avion car les téléphones portables étaient dangereux pour la navigation. Leurs signaux radio pouvaient perturber les réglages de l'électronique des avions. Les masques à oxygène tombent non seulement pendant les fortes turbulences, mais aussi lorsque la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change radicalement. Les passagers ne risquent rien s'ils mettent leur masque à oxygène. Mais de tels cas sont considérés comme une urgence et les pilotes font de leur mieux pour descendre rapidement à une altitude sûre afin que les passagers puissent respirer sans masque à oxygène. Ok, donc tu vas te coucher tôt pour dormir plus longtemps et te réveiller le lendemain matin en pleine forme et plein d'énergie. Tout se passe bien, tu t'endors rapidement et... Bam, te voilà réveillé à 3h du matin. Tu essaies de te rendormir mais tu n'y arrives pas. Eh bien voici quelques conseils pour y remédier. Fais des exercices de relaxation musculaire. Étends tes jambes. Serre-les l'une contre l'autre, puis détends-toi. Pointe tes orteils vers l'avant, maintiens cette position pendant 10 secondes. Puis ramène-les à leur position normale pour 10 secondes. Répète cet exercice 3 à 5 fois. Ne prends pas ton téléphone. La lumière bleutée de l'écran bloque la production de mélatonine dans ton corps. Cette hormone rappelle à ton organisme qu'il est temps de dormir et que tu es fatigué. La lumière bleue élimine cette sensation de fatigue et par conséquent, tu ne trouveras pas le sommeil avant longtemps. Mieux vaut ouvrir un vrai livre. Essaie également de ne pas utiliser le téléphone au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Une douche chaude puis fraîche t'aidera à t'endormir à nouveau. Souvent, ton corps se réveille à cause d'une surchauffe. Pour abaisser la température, prends une douche froide. Cela te permettra d'avoir l'esprit plus clair et ton corps aura envie de dormir. Le thé ou l'huile essentielle de lavande améliore la qualité du sommeil sans effet secondaire. Tu peux même acheter un plant de lavande pour que son odeur imprègne toujours ta chambre. Un autre excellent moyen de s'endormir rapidement est de sortir du lit et de faire quelque chose de relaxant. Sors de la chambre et entre dans une autre pièce. Lis un livre ou bien écoute de la musique douce. Ton cerveau s'activera un peu, ce qui aidera ton esprit à se détendre à nouveau. Surtout, tâche de ne pas regarder l'horloge. La seule pensée qu'il ne reste que 3 heures avant la sonnerie du réveil peut te perturber. La méthode 4-7-8 est un exercice de respiration qui réduit l'anxiété et le stress. Tu peux le faire à tout moment. Pose la pointe de ta langue à l'arrière de tes dents supérieures. Expire par la bouche en émettant un sifflement. Ferme la bouche et respire profondément par le nez pendant 4 secondes. Retiens ta respiration pendant 7 secondes. Ouvre la bouche et expire pendant 8 secondes. Maintiens la langue contre tes dents supérieures. Répète cet exercice au moins 3 à 5 fois. Évite de faire une sieste de plus de 30 minutes dans la journée et fais-la bien avant le soir. Les siestes diurnes peuvent t'empêcher de t'endormir facilement la nuit. Profite correctement de cette petite sieste et elle t'aidera à rester alerte tout au long de la journée. Mais si tu te laisses trop aller à dormir après le déjeuner, cela entraînera des problèmes d'insomnie la nuit. 5 minutes avant de te coucher, commence à écrire tes pensées dans un journal. Cela devrait t'aider à te débarrasser d'un millier de pensées inutiles. Écris tous les événements positifs que tu as eus pendant la journée et comment tu te sens en ce moment. Cette méthode permet de se débarrasser des pensées perturbatrices et de calmer ton esprit. Une technique étrange mais efficace pour s'endormir consiste à se donner pour objectif de rester éveillé le plus longtemps possible. Concentre-toi sur le fait que tu ne veux pas dormir. Reste éveillé dans ton esprit. Imagine que tu vas courir ou t'entraîner à la salle de sport. Étonnamment, cela peut t'aider à t'endormir rapidement. Lorsque quelqu'un te dit de ne pas penser à un éléphant rose, tu y penses immédiatement. Cette technique fonctionne de la même manière. Imaginer une jolie image aide aussi à s'endormir. Il ne s'agit pas là de la méthode du comptage des moutons. Tu dois imaginer quelque chose en mouvement, mais ces mouvements doivent être monotones. Par exemple, tu vois un éléphant qui se baigne dans une rivière, ou un train qui traverse une prairie verte. Se concentrer sur des sons imaginaires est également utile. Il peut s'agir du bruit de la pluie ou du crépitement d'un feu. Au début, il te sera difficile de te concentrer sur l'image, mais 5 minutes plus tard, tu sentiras l'image en mouvement te conduire directement dans le monde des rêves. Cette méthode va t'aider à t'endormir en 10 secondes. Mais au début, il faut que tu perdes 2 minutes. Et ce sont les 10 dernières secondes qui vont te permettre de t'endormir.
Détends ton visage, les mâchoires, les yeux, les lèvres et les sourcils. Relâche tes épaules pour libérer les tensions et baisse tes bras sur les côtés. Expire en détendant la poitrine. Décontracte tes jambes, tes cuisses et tes mollets. Fais le vide dans ton esprit pendant 10 secondes en visualisant une image calme. Un lac ou une forêt, peu importe. Si cela ne fonctionne pas, essaie de dire les mots « ne pense pas » en boucle pendant 10 secondes. Après cela, il sera plus facile de s'endormir. Il se peut que cela ne fonctionne pas aussi rapidement la première fois, mais si tu le fais tous les jours, alors en quelques semaines, tu seras capable de plonger dans un rêve en utilisant cette méthode dans n'importe quelle position, même assise. Il n'est pas toujours possible d'avoir un sommeil de qualité. Heureusement, il existe des moyens pour te permettre de te sentir bien le matin et de te lever dès la première sonnerie du réveil. Même si tu ne t'es pas assez reposé. Entraîne-toi à te lever dès la première sonnerie de ton alarme. Le soir, lorsque tu vas te coucher, règle l'alarme sur 2 minutes. Ensuite, ferme les yeux et après 120 secondes, sors du lit et éteins l'alarme. Répète cet exercice 2 ou 3 fois. C'est une façon d'entraîner ton esprit et ton corps à se lever à la première sonnerie. Le matin, lorsque le réveil sonne, tu te souviendras des exercices que tu auras fait auparavant et tu sortiras du lit beaucoup plus facilement que d'habitude. Cette méthode est efficace car le cerveau peut répéter inconsciemment ce que tu as fait plus tôt dans une situation similaire. L'un des meilleurs réveils est la lumière du soleil. Ne ferme pas les rideaux avant d'aller te coucher afin de te réveiller avec les premiers rayons de lumière naturelle. Il vaut mieux ne pas le faire en été, lorsque le soleil se lève trop tôt. Cela peut perturber ton sommeil. Une fois que tu es sorti du lit, regarde par la fenêtre et respire profondément l'air frais du matin. Faire quelque chose d'inhabituel est un excellent moyen de réveiller rapidement le cerveau endormi. Si tu as l'habitude de prendre ton téléphone après t'être réveillé, ne le touche pas la prochaine fois. Essaie de danser en t'allongeant dans ton lit ou cite à voix haute les 3 derniers films que tu as regardés. Fais travailler ton cerveau et ton corps. Si tu as sommeil sur le chemin du travail, change ton itinéraire habituel ou demande à un inconnu quelle heure il est. Sortir de sa zone de confort te remontera parfaitement le moral. Il y a des réveils intelligents qui t'aideront à te réveiller pendant le stade du sommeil léger. Lorsque tu es dans un sommeil profond, il est très difficile de te lever, même si tu as dormi pendant 8 heures. Un réveil intelligent enregistre ton sommeil et te réveille au moment où tu bouges dans ton lit, c'est-à-dire pendant la phase de sommeil léger. Si tu dois te lever à 7 heures du matin, le réveil sonnera entre 6 et 7 heures en fonction du moment où tu commences à gigoter. Place le téléphone de l'autre côté de la pièce. Pour éteindre l'alarme le matin, tu devras sortir du lit et te rendre jusque-là. En position debout, il est beaucoup plus facile de résister à la tentation de se recoucher dans le lit. Il est important de se réveiller à la même heure tous les jours. Pas d'exception pour les week-ends ou les vacances, désolé. Ton corps doit s'habituer à un bon horaire de sommeil. Même si tu te couches tard, il est préférable de te réveiller à ton heure habituelle et de faire une sieste dans l'après-midi. Bientôt, ton corps commencera à se réveiller de lui-même à la même heure et tu oublieras le réveil. Depuis des centaines de millénaires, nous avons pris l'habitude de nous coucher après le coucher du soleil. Et bien sûr, cette habitude est conservée dans notre corps, quel que soit le mode de vie que nous menons. Le sommeil le plus utile, selon l'horloge biologique, se produit 90 minutes avant minuit. C'est pourquoi il est si important d'aller au lit à cette heure-là. Si tu te couches tard et que tu penses à la difficulté que tu auras à te lever le matin, cela arrivera certainement. Tâche de t'endormir avec des pensées positives. Si tu te couches à 3 heures du matin et que tu es sur le point de te lever à 7 heures, dis-toi que les 4 heures à venir vont t'aider à prendre des forces et à passer une bonne nuit de sommeil. Imagine que tu te réveilles plein d'énergie et il te sera plus facile de survivre le matin. Bonne nuit. Tu peux transformer des allumettes ordinaires en allumettes étanches. Applique une fine couche de vernis à ongles sur tes allumettes et laisse sécher. Une fois qu'elles seront prêtes, elles resteront suffisamment sèches pour allumer un feu, même si tu les fais tomber dans l'eau. Si tu te perds quelque part pendant l'hiver et que tu as soif, ne mange pas de neige. Elle contient beaucoup plus d'air que d'eau, donc tu ne te sentiras pas beaucoup plus hydraté. Ton corps gaspillera en revanche beaucoup d'énergie pour essayer de la faire fondre. Pire encore, tu risques de faire baisser ta température corporelle et tu pourrais tomber en hypothermie. Si tu te retrouves nez à nez avec un coyote ou un loup, ne lui tourne pas le dos. Recule lentement tout en faisant face à l'animal. Cela ne fonctionne toutefois que si l'animal est seul. Si tu rencontres une meute, le plus important est de s'assurer qu'elle ne t'entoure pas. Recule vers un arbre et appuie ton dos contre lui. Ensuite, choisis le bon moment et grimpe dessus aussi vite que possible. Plusieurs couches de vêtements te réchaufferont mieux qu'un seul manteau de fourrure ou une seule doudoune chaude. L'air sera emprisonné entre les couches de vêtements, ce qui t'isolera et gardera ton corps au chaud. Si tu te perds dans les bois, essaie toujours de dormir un peu au-dessus du sol. Tu peux t'allonger sur une couche de branches et de feuilles comme lit de fortune ou tendre un hamac entre 2 arbres. La nuit, la température baisse et le sol devient froid.
Même si tu fais un feu, il pourrait s'éteindre pendant que tu dors et le sol absorbera ta chaleur corporelle. Tu es dans une embarcation au milieu de la mer. Pas de nourriture, pas de filet de pêche et tu as faim. Ce n'était censé être qu'une excursion de 3 heures. Mais tu sais quoi ? Tu peux attraper des poissons à l'aide de tes lacets de chaussures et de n'importe quel objet. Téléphone, montre, clé. L'ombre projetée par le bateau dans la mer peut attirer les poissons et un objet réfléchissant peut servir d'appât. Attache tes clés à tes lacets de chaussures et utilise-les comme une canne à pêche. Même si un poisson ne mord pas, des activités comme celle-ci sont un bon moyen de ne pas perdre la tête en pleine mer. Une courte méditation peut te sauver d'une crise de panique. Tu dois te concentrer sur ta respiration et essayer de la ralentir. Ton cerveau va rapidement se calmer et détourner son attention de la panique. Les masques à oxygène dans les avions fonctionnent sur le même principe. Lorsque tu contrôles ta respiration, ton attention est redirigée loin de ce qui se passe. Tu peux fabriquer une torche à partir d'une bûche. Place une petite bûche verticalement, fais une profonde entaille en forme d'étoile sur le dessus. Mets-y de l'herbe sèche, des feuilles et des brindilles. Une fois que tu as terminé, mets le feu à la bûche et elle brûlera pendant 3 heures maximum. Cela devrait fonctionner quelle que soit la taille et le type de bois. Si tu rencontres un grizzly en colère, n'essaie jamais de t'enfuir car l'ours pourra facilement te rattraper. Au lieu de cela, allonge-toi et ne bouge pas. Les grizzlies n'attaquent généralement que lorsqu'ils voient une menace, donc ils te laisseront souvent tranquille si tu leur montres que tu ne leur causeras aucun problème. Mais cela ne fonctionne qu'avec les grizzlies. Si une confrontation est inévitable, recule lentement et utilise un spray anti-ours. Si tu n'en as pas, le spray au poivre fonctionne de la même façon et devrait désorienter l'ours et le faire fuir. Ou pas. Ne mange pas de baies ou de champignons dans la forêt si tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Ils pourraient être toxiques. Si tu n'as pas d'autre choix, mange l'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pins pour remplir ton estomac. Utilise un couteau pour enlever l'écorce extérieure rugueuse et arriver à la substance blanche plus molle. Tu peux la faire bouillir pour la rendre encore plus molle ou la faire cuire sur un feu ouvert pour en faire un encas croustillant. Et si tu es vraiment affamé, tu peux manger des fourmis. Elles ne sont peut-être pas très appétissantes, mais elles sont plutôt nutritives. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour savoir combien de temps il reste avant le coucher du soleil. Lève ta main de sorte que l'intérieur de ta paume soit face à toi. Tes doigts doivent se trouver entre le soleil et la ligne d'horizon. Regarde combien de doigts peuvent tenir dans cet espace. L'épaisseur d'un doigt correspond à environ 15 minutes. Tu peux donc calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Si tu es perdu et que tu dois faire un feu pour attirer l'attention, jette-y beaucoup de branches de pin ou de cèdre, des pommes de pin et tout objet en caoutchouc inutile. Ton feu émettra plus de fumée noire, ce qui le rendra visible de loin. Si tu n'as pas d'eau dans le désert mais que tu as de la nourriture, essaie d'éviter de manger aussi longtemps que possible. Plus tu manges, plus tu as soif. Le corps a besoin de liquide pour digérer les aliments. Il utilisera donc le peu que tu as. Une personne peut vivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau, alors n'aie pas peur d'être affamé. Tu as trouvé une énorme flaque d'eau sale dans la forêt. Si tu as désespérément besoin de boire, tu peux remplir ta bouteille et la filtrer pour en faire de l'eau potable. Pour la nettoyer, fabrique une corde faite de gaz ou de vêtements. Place une extrémité dans la bouteille d'eau sale et l'autre dans une bouteille vide. Très vite, l'eau propre s'écoulera dans la bouteille vide à travers la corde, tandis que les impuretés resteront dans la première. Avant de partir en randonnée, remplace tes lacets ordinaires par des lacets en paracorde. Si tu n'as pas assez de cordes, ces lacets peuvent te donner quelques centimètres supplémentaires en cas de besoin. Si tu es perdu en forêt et que tu n'as rien pour te réchauffer, alors ramasse des feuilles et de l'herbe sèche sur le sol et mets-les entre 2 couches de vêtements. Cela t'aidera à rester au chaud plus longtemps. Si tu es perdu dans un désert, essaie de bouger le moins possible pendant la journée. Trouve une ombre ou crée-la à partir de matériaux improvisés et abrite-toi jusqu'au soir. La nuit, tu dépenseras beaucoup moins d'énergie et tu utiliseras moins de liquide en marchant. Cela t'aidera à éviter le risque d'insolation. Si tu tombes à travers la glace, n'essaie pas de t'en sortir comme tu le ferais dans une piscine. Si tu poses tes mains sur la glace et que tu essaies de te hisser avec tes bras, elles pourraient se fissurer et te faire retomber dans l'eau. Tu dois étirer tes bras parallèlement à la surface de la glace et étendre tes jambes en arrière pour qu'elles flottent dans l'eau. Dans cette position horizontale, commence à agiter tes jambes comme si tu nageais. Déplace tes bras avec précaution sans mettre trop de poids sur la glace et tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu dois faire un feu alors qu'il y a trop de vent, voici ce qu'il faut faire. Creuse 2 trous l'un à côté de l'autre et crée un petit tunnel souterrain entre les deux. Fais un feu dans l'une des fosses. Le vent ne pourra pas l'éteindre et le feu sera alimenté en air par la deuxième fosse. Cette méthode est aussi utile si tu dois faire un feu sans attirer l'attention. Dans l'obscurité, ce type de feu sera moins visible.
Ne jette pas ou n'éclate pas le papier à bulles, emporte-le en expédition avec toi. Il te protégera du froid mieux que ne le ferait une épaisse couverture. Ces minuscules bulles d'air sont un isolant parfait. Il suffit de le mettre entre 2 couches de vêtements pour que le papier bulle empêche toute chaleur de s'échapper. Le plastique dont sont faites les bulles est d'ailleurs imperméable, donc le papier bulle peut aussi t'éviter d'être mouillé. En nageant dans la mer, non loin du rivage, tu peux facilement être emporté par des courants de retour. Si cela arrive, la chose la plus importante à retenir est de ne pas nager à contre-courant. Cela ne fera que gaspiller tes forces et te priver d'énergie, et il est peu probable que tu puisses un jour être plus fort qu'un courant océanique. Essaie plutôt de nager latéralement, le long de la rive. Tôt ou tard, tu devrais sortir du courant, et tu pourras alors nager en toute sécurité jusqu'à la plage. Si tu es bloqué dans un ascenseur en chute libre, n'essaie pas de sauter au moment de l'impact. Ne te mets pas non plus en position assise ou debout. Tu dois t'allonger sur le sol face au plafond. Écarte tes jambes le plus possible, couvre ton visage avec une main et mets l'autre main derrière ta tête pour te protéger. Dans cette position, tu réduis la pression exercée sur ton corps lorsque tu tombes. Tu es perdu. Un hélicoptère de secours survole la forêt, mais tu n'as pas de fusée éclairante et tu n'as pas le temps de faire un feu. Utilise un petit miroir ou un écran de téléphone pour réfléchir la lumière du soleil. Dirige le faisceau lumineux vers l'hélicoptère. Les sauveteurs devraient remarquer le flash et voler vers toi pour te sauver. Lorsque tu as besoin d'aide dans un espace public, ne te dirige pas vers un groupe d'individus. Adresse-toi plutôt à une seule personne. En raison de ce qu'on appelle l'effet du témoin, le groupe de personnes ne saura pas comment t'aider. Cette théorie de la psychologie sociale stipule que les gens sont moins susceptibles de te porter secours lorsque d'autres personnes sont présentes autour d'eux. Ils pensent que quelqu'un d'autre du groupe va forcément aller t'aider et passent donc leur chemin. Si tu conduis en ville ou dans une zone avec des rues qui se croisent à l'identique et que tu penses être suivi, tourne 4 fois à droite ou à gauche. Tu te retrouveras au même endroit qu'avant et si la voiture derrière toi fait aussi la même chose, tu es en effet probablement suivi. Ne rentre pas chez toi et essaie plutôt de les semer. Si tu es à l'extérieur quand un orage s'approche et que tes cheveux se dressent sur ta tête, trouve immédiatement un abri. Si tes cheveux sont dressés, cela signifie que des charges électriques positives traversent ton corps et se dirigent vers les charges négatives de l'orage. Alors tu risques d'être frappé par la foudre. Si tu ne peux pas t'abriter, accroupis-toi sur le sol, sur la plante des pieds. Mets tes mains sur tes genoux et ta tête entre les deux. En te faisant aussi petit que possible, tu minimiseras le contact avec le sol et les problèmes liés à la foudre. Emporte toujours un petit miroir avec toi lorsque tu voyages dans des régions isolées. Il te sera très utile si tu te perds. Si tu restes bloqué dans le désert et qu'un avion passe au-dessus de toi, dirige le miroir vers lui pour réfléchir la lumière. Si tu n'as pas de miroir, fais des signes avec tes bras de haut en bas pour que les avions qui passent au-dessus de toi aient une chance de te voir. Si tu es bloqué quelque part dans ta voiture, ne l'abandonne pas. Il est plus facile pour les sauveteurs de repérer ton véhicule. Contrairement à ce que l'on voit à la télévision, quand quelqu'un est sur le point de se noyer, il ne te fera pas de signe ni pourra crier. Il aura la tête penchée vers l'arrière, submergé dans l'eau. Il essaiera de garder sa bouche à la surface en utilisant ses bras. Lorsque tu vois quelqu'un qui essaie de flotter ou qui bouge dans tous les sens, comme pour se hisser hors de l'eau, c'est qu'il essaie de sortir sa tête de l'eau et il a besoin d'aide urgente. Si tu ne sais pas nager et que tu tombes dans des eaux profondes, ne panique pas. Retiens ton souffle et laisse-toi remonter tranquillement à la surface. Garde ton dos et tes jambes bien droits. Essaie de donner des petits coups de pied pour ramener ton corps à la surface. Si tu essaies de sauver quelqu'un qui ne sait pas nager, ne t'approche jamais directement de lui. Il est probable qu'il te fera couler car il sera en panique. Approche-toi par derrière, glisse ton bras sur sa poitrine et assure-toi que ses mains ne sont pas face à toi. S'il t'attrape, il peut te pousser vers le bas. Essaie de nager en dessous de lui, remonte un peu plus loin et essaie de l'aider à nouveau. Si tu rencontres un grizzly, ce n'est pas ton jour de chance. Ne cours pas et n'établis aucun contact visuel. Parle lentement s'il est encore loin de toi. Mais s'il te charge, reste immobile. Tu ne réussiras pas à le distancer. Parle d'une voix claire et monotone et ne crie pas. Avant de partir, tu peux faire des recherches pour voir s'il y a des grizzlies à l'endroit où tu voyages, pour emporter une bombe au poivre ou un répulsif à ours. Si un ours se trouve à moins de 7,60 m de toi, utilise le spray. S'il t'attaque, mets-toi en boule et allonge-toi par terre. Reste tranquille, ne bouge pas et ne panique pas jusqu'à ce qu'il s'en aille. Si un ours polaire te poursuit, mais qu'il est loin, essaie d'enlever quelques vêtements. Un chapeau, un foulard ou une chemise et pars en courant.
Les ours polaires ont une courte durée d'attention et ils peuvent s'arrêter pour renifler tes vêtements. Cela te donnera le temps de te mettre à l'abri. Si tu as eu une rencontre avec les 2 ours, rappelle-moi de ne jamais partir en vacances avec toi. Passons à autre chose. Si quelqu'un s'étouffe, mais qu'il peut tousser, n'interviens pas. La toux signifie que l'air peut entrer et sortir, et qu'il y a une obstruction partielle de ses voies respiratoires. En l'aidant, tu pourrais provoquer un retour d'air qui pourrait soit forcer l'évacuation du danger, soit déloger l'obstruction et provoquer un blocage complet. Laisse la personne simplement tousser. Donne ton aide que lorsqu'elle ne peut pas respirer ou tousser. Lorsque tu es pris dans un courant de retour dans la mer, ne nage jamais contre lui. Tu te fatigueras et cela ne se terminera pas bien. Nage vite et en suivant une ligne parallèle à la plage. Mais reste calme et ne t'affole pas. Mais si tu t'éloignes, tu finiras par échapper au courant et tu pourras retourner vers la plage. Les pouces sont la partie la plus faible de la main, là où il y a le moins de force et de résistance. Si quelqu'un te prend par le poignet, ne tords pas ton bras dans sa main. Essaie de le repousser en commençant à l'endroit où se trouvent ses pouces. Préviens le ministère des Affaires étrangères si tu vas à l'étranger. Aux États-Unis et dans certains autres pays occidentaux, tu peux dire au ministère des Affaires étrangères que tu vas à l'étranger. En cas de catastrophe naturelle ou de conflit politique, ils sauront que tu dois être évacué. Ils t'informeront aussi de ce qui se passe dans le pays que tu visites pour te protéger des éventuels problèmes. Si tu te retrouves dans un mouvement de foule, que tu te sens mal et que tu tombes par terre, ne te recroqueville pas en boule pour attendre la fin. Tu peux te faire très mal et te faire écraser. Essaie d'attraper la jambe de quelqu'un qui passe au-dessus de toi pour t'aider à te relever et continuer. Parfois, lors des sorties en camping sauvage, on finit par se perdre. Si tu te trouves dans cette situation et que tu veux pouvoir retrouver le chemin de ta tente, emporte avec toi du charbon ou des bâtons de bois. Utilise-les pour dessiner des marques sur les arbres, les rochers ou les bûches. Ces traces resteront là pendant des semaines et il sera plus facile pour l'équipe de secours de te retrouver. Tu dois toujours avoir une aiguille dans ta trousse de premier secours. Si tu te perds, tu peux faire une boussole avec. Tu dois d'abord magnétiser l'aiguille en frottant le chat de l'aiguille contre tes cheveux, de la fourrure ou de la soie une centaine de fois. Remplis ensuite un récipient d'eau, place une feuille à la surface de l'eau et pose son aiguille dessus. Elle devrait commencer à pointer du nord au sud. Lorsque tu appelles les services d'urgence, dis-leur d'abord ta position exacte et ensuite ton problème. Même si l'appel est coupé, ils sauront où envoyer la police ou une ambulance. Si tu sens une odeur de poisson dans ta maison, appelle immédiatement un électricien agréé. Cette odeur peut venir de la surchauffe du plastique présent dans les composants électriques et finir par provoquer un incendie. Cela peut provenir d'une prise de courant, d'un interrupteur, d'un disjoncteur ou d'un autre élément. Ok, comme le poisson que tu fais cuire dans le four aussi. Si un serpent te mord, il y a plusieurs façons de savoir s'il était venimeux. Tu peux lui demander, mais il ne te répondra probablement pas. Les serpents venimeux ont généralement plusieurs couleurs et des pupilles comme les félins. Regarde la zone de la morsure. S'il y a 2 profondes plaies ouvertes, tu as probablement été attaqué par un serpent venimeux. Si la marque de morsure comporte de minuscules dents pointues en forme de U, elle n'était probablement pas venimeuse. Dans tous les cas, appelle les services d'urgence et prends une photo du serpent si tu le peux. Il est encore plus dangereux d'utiliser ta bouche pour extraire le venin en suçant. Tu as plus de chances d'être empoisonné que d'éliminer la toxine de ton corps. Si tu voyages et que tu es exposé à des températures glaciales, tu risques d'avoir des gelures. Au début, une partie de ton corps deviendra dure et pâle. Ensuite, tu ressentiras de la douleur, des picotements et de l'engourdissement. Pour éviter les engelures, applique de la vaseline sur ton nez, tes oreilles et le bout de tes doigts et de tes orteils. Tu as pensé à en apporter, n'est-ce pas ? Une fois cela réglé, il faut se souvenir de quelque chose. Si tu frissonnes quand tu as froid, c'est que tu es en sécurité. Ton corps essaie de te réchauffer en contractant tes muscles. Mais si jamais tu arrêtes de frissonner et si tu te sens fatigué et que tu veux dormir, trouve immédiatement un endroit chaud. Tu risques de faire une hypothermie. Tu auras besoin d'une compresse chaude sur ta poitrine, ton cou ou le bas de ton ventre. N'applique jamais une compresse chaude sur tes mains ou tes jambes. Le changement soudain de température pourrait forcer le sang froid à retourner vers le cœur, tes poumons ou ton cerveau, ce qui ferait chuter ta température corporelle. Si tu es perdu et que tu dois boire de l'eau provenant d'une source stagnante, fais-la toujours bouillir avant pour la purifier. L'eau non traitée contient des bactéries ou des huiles et produits chimiques qui peuvent être nocifs pour toi. La température exacte et le temps nécessaire pour faire bouillir l'eau dépendent de l'altitude. Pour être sûr, fais bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes.
Lorsque l'huile pour cuisiner commence à bouillir, elle fume et prend feu. Si cela se produit, éteins le feu et n'enlève pas la casserole, mais recouvre-la plutôt avec un couvercle métallique. Le feu ne survivra pas sans une source d'oxygène. Utilise du bicarbonate de soude pour éteindre les petits feux de graisse. Attention, tu en auras besoin d'1 tonne pour y parvenir, sache-le, et n'utilise cette astuce que lorsque le feu est petit. N'utilise jamais d'eau, car cela provoquerait des éclaboussures d'huile et propagerait le feu. C'est bon, tu as tout bien compris et noté ? Super! Tu te promènes dans un parc et tu t'arrêtes, car tu tombes sur le plus mignon des chiots. En l'admirant, tu remarques un collier rouge et tu te souviens que le rouge est le signe universel pour dire stop. Dans le monde entier, on peut voir cette couleur sur les panneaux et les feux de signalisation. Ce mignon petit chien est un de ceux dont tu ne devrais pas t'approcher. Un collier rouge sur un chien signifie que l'animal peut être agressif et qu'il faut lui laisser de l'espace. Les chiens sont plus susceptibles de mordre ou de se jeter sur les passants ou les autres chiens. Tu peux trouver cela difficile à croire, étant donné que le chien peut avoir l'air heureux quand tu le vois avec son maître. Et tu as raison, il est probablement ravi, car il aime son maître. Mais il peut aussi être trop protecteur envers lui. Il est aussi possible que le chien soit un chien d'assistance, même si dans ce cas, il devrait porter un gilet avec la mention « soutien émotionnel » ou « chien d'assistance ». Oh, et souviens-toi de 3 mots importants. Ne pas caresser. Tous les propriétaires de chiens ne choisissent pas d'utiliser le code couleur avec leurs animaux. Il est davantage utilisé dans les environnements professionnels. Par exemple, si un chien doit travailler sur la détection d'odeur, il a probablement mieux à faire que de se faire gratter le ventre par des inconnus. Son collier rouge doit donc te servir d'avertissement. Les chiens ont jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs dans leur nez. Les humains, quant à eux, en ont à peu près 6 millions. Cela signifie que l'odorat de nos amis à 4 pattes est environ 50 fois meilleur que le nôtre. La zone du cerveau d'un chien consacrée à l'analyse des odeurs est environ 40 fois plus grande que la nôtre. Les chiens sont attirés par les nouvelles odeurs. Il y a de fortes chances qu'ils préfèrent une séance de reniflage à ta proposition de grattage de ventre. Cela pourrait carrément les agacer. Maintenant, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à d'autres choses qui peuvent agacer ton chien ? La première pourrait te vexer et être difficile à accepter. As-tu déjà remarqué que ton chien se fige parfois de terreur lorsque tu veux le prendre dans tes bras ? Tu t'es déjà demandé pourquoi ? Les chiens n'aiment tout simplement pas être enlacés. Des recherches ont montré que tu ne dois jamais contraindre ton chien, ce qui est exactement ce qui se passe lorsque tu le prends dans tes bras. Si ton chien le réclame, alors ok, mais sinon, une caresse sur la tête suffira. Personne n'aime rentrer chez soi en trouvant son nouveau canapé mâchouillé et en lambeaux, ou découvrir que ses chaussures toutes neuves sont bonnes à jeter. Mais il y a une chose que tu ne dois pas faire, crier sur ton chien, même s'il a mâchouillé tes chaussures préférées. Crier ne fait que rendre le chien confus. Il peut simplement penser que tu aboies sur lui et commencer à se demander ce qui est arrivé à son maître. Certes, ses yeux de chiot sont irrésistibles, mais essaye de ne pas les fixer trop longtemps. Un contact visuel prolongé peut être une autre forme d'agression pour nos fidèles compagnons. Cela s'explique même à ton propre chien, qui peut être effrayé par une attitude aussi sérieuse. C'est particulièrement vrai avec les chiens étrangers qui peuvent être stressés ou mal à l'aise en ta présence. Essaye de te distraire de leur regard en te concentrant juste sur la caresse de cette fourrure chaude et douce. Qu'est-ce qui peut encore énerver ton chien ? Si ton ami à poil peut parfaitement supporter d'avoir des ongles extrêmement longs, il y a une chose qu'il n'accepte généralement pas. C'est que tu essayes de les lui couper. Les recherches indiquent que les chiens détestent se faire couper les ongles, vérifier les oreilles et examiner la gueule. Cependant, il faut le faire quand même, car des griffes trop longues pourraient bien blesser ton chien, et vérifier ses oreilles peut prévenir une mauvaise otite. Il est bon que ton chien soit à l'aise avec le fait que tu touches ses pattes et ses oreilles avant de l'emmener chez le toiletteur, ou d'essayer de lui couper les ongles toi-même. Pour être un propriétaire de chien responsable, il faut aussi s'assurer qu'il fait suffisamment d'exercice. On est bien d'accord que les chiens adorent les promenades, n'est-ce pas ? Eh bien, pas toujours. Soyons pragmatiques. Tu es à la plage par une journée ensoleillée. Tu marches sur le sable, pieds nus, et soudain, tu sens tes pieds brûlés. Tu cours te réfugier sur ta serviette. Tu vois où on veut en venir ? Si c'est trop chaud pour tes pieds, c'est probablement trop chaud pour les pattes de ton chien. Et ce ne sont pas seulement les brûlures aux pattes qui doivent t'inquiéter. La chaleur peut nuire à ton chien de façon générale. Les chiens peuvent se rafraîchir en haletant. Cependant, cette méthode n'est pas très efficace par temps chaud. En déplaçant ses promenades en début de matinée ou en fin d'après-midi, tu peux lui rendre un grand service. La variété est le sel de la vie. Et ne crois pas que cela ne s'applique pas aux chiens. Surtout quand il s'agit des jeux que tu pratiques avec eux.
Lorsque nous pensons à un jeu à faire avec notre chien, celui auquel on pense en premier est le lancer de balle. Et comme nous ne sommes pas celui qui doit courir désespérément après la balle ou le bâton, c'est plutôt pratique. Essaye d'être plus créatif, trouve d'autres jeux. L'un d'entre eux est le tir à la corde, qui implique un effort égal de la part du chien et de l'humain. Les chiens adorent ce jeu et contrairement à la croyance populaire, il ne favorise pas l'agressivité. Surtout si tu alternes le vainqueur à chaque tour. Ce jeu apprendra aussi à ton chien une compétence essentielle, le contrôle des impulsions. Les jeux qui se terminent rapidement apprendront à ton chien la différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Tu peux aussi jouer à des jeux d'entraînement avec ton chien. Lui donner une friandise lorsqu'il te regarde sans que tu l'appelles te permettra d'avoir plus de contrôle sur lui. Bien qu'ils soient des animaux, les chiens ont certains traits en commun avec les humains. Par exemple, ils ne s'entendent pas avec tout le monde. Alors, n'essaye pas de forcer un chien à se lier d'amitié avec un autre. Certains chiens sont timides alors que d'autres adorent socialiser. En tant que propriétaire d'animaux responsables, notre travail consiste à trouver comment mettre nos chiens à l'aise. Les chiens ont des niveaux de confiance différents. Un chien peut être à l'aise avec un autre, mais devenir perturbé dans un groupe de plus de 2 sujets. Il est parfois préférable de créer un petit groupe d'amis chiens avec lequel ton animal pourra jouer ou de lui présenter de nouveaux chiens un par un. Mais il ne faut surtout pas le forcer à se retrouver dans une situation inconfortable. Une chose pour laquelle nous sommes tous parfois réticents est le changement. Et une chose qu'un chien adore faire, c'est rendre son maître heureux. Donc, si ton chien ne t'écoute pas, il y a de fortes chances que ce soit parce que tes règles ne sont pas assez cohérentes. La cohérence est quelque chose que les chiens apprécient vraiment. Elle leur permet de savoir comment se comporter dans différentes situations. Leur dire de se coucher après avoir utilisé le mot « assis » peut entraîner une grande confusion. En fait, tu devrais probablement établir un entraînement quotidien pour ton chien. Cela évitera que ton chien s'attende à une partie de tir à la corde lorsque tu essayes de te préparer pour aller travailler. Et une chose que tu dois intégrer à ce programme, c'est du temps à l'extérieur de la maison. Cela apprendra à ton chien à bien se comporter dans de nouveaux environnements. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton chien entre dans l'un des nombreux cafés pour chiens qui existent aujourd'hui et qu'il sache comment se tenir correctement. Vas-y par étapes. Si ton chien s'excite, c'est que tu vas trop vite. Et n'oublie pas cette délicieuse friandise pour récompenser ton toutou pour son bon comportement. Avec toute l'attention que nos chiens nous portent, il est juste que nous fassions la même chose avec eux. Ne pas prêter attention au langage corporel de ton chien n'est pas bon non plus. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas que tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans leur tête. Les recherches montrent que les chiens s'expriment avec leur corps. Bien que certains comportements, comme se pencher pour avoir plus d'attention, soient assez universels, les chiens ont des façons très différentes de montrer leur anxiété, de l'immobilisation à un étrange remuement de queue. Les yeux, la queue, les oreilles et la posture d'un chien sont essentiels pour comprendre ce que ressent ton animal. En prêtant attention à la façon dont il réagit à différents contextes sociaux, tu pourras aussi prévenir toute situation inconfortable à l'avenir. La chose la plus évidente que ton chien n'aime pas, être ignoré. Ni les chiens ni les humains n'ont l'énergie nécessaire pour jouer toute la journée. Mais il faut trouver du temps dans ton emploi du temps pour créer des liens en tête-à-tête. La nourriture et un abri ne sont pas les seules choses dont ces créatures ont besoin. C'est particulièrement vrai quand tu ajoutes un nouveau chien à ton foyer. Les chiens peuvent aussi se sentir mis à l'écart. Veille à ce que le chien le plus âgé ne se sente pas exclu. En route vers le Moyen-Orient, il y a là un grand désert et la nuit, l'obscurité est complète, sauf à un endroit bien précis. Il s'agit d'un grand cercle qui brille d'une lumière orange vif, le cratère Darvaza. C'est un brûleur à gaz géant. Il y a des années, des géologues ont trouvé du gaz ici et ils ont commencé à l'exploiter. Mais lorsqu'ils ont creusé, ils sont tombés sur une cavité souterraine. La cavité s'est effondrée et a formé un cratère. Il est aussi large que la moitié d'un terrain de foot et sa profondeur équivaut à la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Du gaz a commencé à s'échapper des fissures du cratère. Et comme les animaux paissaient souvent près de cet endroit, les géologues ont décidé de mettre le feu à ces flux de gaz pour en épuiser la source. Ils pensaient que le feu s'éteindrait en un jour ou deux. Mais si tu visites l'endroit aujourd'hui, tu pourras constater que ce portail vers le monde souterrain brûle toujours. Et ça dure depuis presque 50 ans. En 2013, un homme est descendu au fond du cratère en feu pour la première fois. Il y a recueilli de nombreux échantillons et les scientifiques y ont trouvé des bactéries qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Elles semblent tout à fait à l'aise au fond de ce brasier éternel. En 2009, dans la ville de L'Aquila, en Italie, un homme a vu des lumières vacillantes danser au-dessus d'une rue pavée.
Il a immédiatement su quoi faire et a déplacé sa famille dans un endroit plus sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé la région. Sa connaissance des étranges lumières a sauvé sa vie et celle de sa famille. Alors, quels sont ces mystérieux avertissements ? Pendant des siècles, les gens ont interprété les lumières comme quelque chose venu d'un autre monde. La communauté scientifique ne les prenait pas au sérieux et les mettait sur le compte d'une illusion d'optique ou de l'imagination pure. Mais avec l'arrivée des caméras de surveillance et des smartphones, la quantité de preuves a énormément augmenté. Le lien était désormais évident. Des lumières apparaissaient et un tremblement de terre se produisait. Les experts ont donc enfin commencé à prendre la chose au sérieux et à creuser pour découvrir la vérité. Mais après des années de recherche, les géologues ne sont toujours pas totalement sûrs de la source des lumières. Ils en ont toutefois identifié 5 types. Des éclairs brillants qui illuminent le ciel, ressemblant à des éclairs d'orage ou à un flash d'appareil photo très puissant. Des rayons dans le ciel qui peuvent ressembler à des colonnes lumineuses. Des flammes de différentes tailles qui traversent le sol. Des lueurs diffuses au-dessus des montagnes. Et des boules de lumière qui se déplacent lentement et qui peuvent être interprétées à tort comme de la foudre en boule. Autre phénomène atmosphérique tout aussi peu compris, ces boules peuvent flotter et exploser, laissant derrière elles une odeur de soufre. Mais contrairement à la foudre en boule, ces boules-là semblent être inoffensives, si on ne prend pas en compte ce qu'elles annoncent. Quoi qu'il en soit, les experts ne savent toujours pas comment tous ces types de lumières sont liés au tremblement de terre. Les lumières n'apparaissent pas seulement avant qu'un séisme ne frappe. Certaines ont été signalées pendant et après les séismes. Elles peuvent aussi apparaître avec d'autres phénomènes, comme les chutes de météorites, les éruptions volcaniques ou les aurores boréales. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent que proposer des théories pour expliquer l'inexplicable. L'une des plus récentes prétend que les lumières sont dues à des lignes électriques rompues pendant un tremblement de terre. Mais cette théorie n'explique pas comment le phénomène a été rapporté il y a des centaines, voire des milliers d'années. Comme dans cet ancien conte chinois, selon lequel des nuages ressemblant à des dragons apparaissaient dans le ciel pour avertir d'un prochain tremblement de terre. Ou comme par cet ancien historien romain qui a rapporté que d'énormes lumières ressemblant à des flammes ont éclaté juste avant qu'un énorme tremblement de terre ne se produise. La théorie des lignes électriques a donc été rapidement écartée. Une autre théorie a suggéré qu'il s'agissait de gaz qui s'échappaient. Pendant un tremblement de terre, les roches souterraines se dilatent et se rétractent sous la pression et la chaleur. Cela ouvre et ferme de petits espaces entre elles. Différents gaz se feraient un chemin à travers ces nouvelles ouvertures. Le radon, par exemple, peut être libéré pendant une activité sismique. Il peut ioniser l'air, le rendant électriquement chargé. Mais le radon ne le fait pas assez pour créer des étincelles de lumière. Cette théorie est tentante, mais elle doit être écartée aussi. L'une des théories les plus acceptées est que cela pourrait provenir de l'électricité qui remonte du sous-sol. Lorsque les roches ignées souterraines, celles qui se forment à partir du magma dans les profondeurs de la Terre, subissent des contraintes, elles libèrent de l'oxygène ionisé, ou chargé électriquement. Il traverse la surface et monte dans l'atmosphère, où il crée un champ électrique localisé. Cela peut produire de brefs éclairs de lumière visibles. Certains ne sont même pas si rapides et peuvent durer plusieurs minutes. Maintenant, imagine que tu as roulé pendant des heures dans la nuit. Tu n'as pas eu l'occasion de te reposer, si bien que ton attention ne tient qu'à un fil. Tu t'arrêtes et sors pour te dégourdir les jambes. Puis tu lèves les yeux au ciel et tu vois un magnifique lever de soleil. Mais attends, il y a 3 soleils dans le ciel. Tu te frottes les yeux, mais il y a toujours 3 étoiles brillantes dans le ciel. Non, notre soleil n'a pas été déchiré en 3 morceaux. Il n'a pas non plus été visité par 2 autres étoiles. C'est ce qu'on appelle une parélie. Elle se produit surtout pendant les fortes gelées. Les petits cristaux de glace dans le ciel déforment la lumière. Par conséquent, tu peux voir 3 points lumineux dans le ciel au lieu d'un seul. Ce phénomène est aussi appelé halo. Habituellement, il s'agit simplement d'un cercle autour du soleil. Il est même possible de voir un halo la nuit. Il suffit de regarder un lampadaire et tu verras un cercle lumineux autour de lui. Parfois, un halo peut prendre une forme plus fantaisiste. S'il y a beaucoup de glace dans l'air, la lumière est encore plus déformée, tout comme dans une pièce avec une douzaine de miroirs. Alors, le halo peut prendre la forme d'un œil humain. À cause de ce phénomène, une fausse aube peut aussi se produire.
Alors que tu regardes l'horizon, l'aube pointe et le bord du soleil apparaît. Encore un peu et... le soleil commence à se dissoudre dans le ciel. Après quelques minutes, il fait de nouveau nuit. Et seulement 1 minute plus tard, le vrai soleil montre son visage. C'est le même effet de courbure de la lumière que tu as vu auparavant avec les 3 soleils. Seulement maintenant, la lumière est courbée verticalement et non horizontalement. Et au lieu du vrai soleil, c'est son reflet dans des cristaux de glace dans le ciel qui est apparu. Continuons. Ce nuage ressemble à un dinosaure, et celui-ci ressemble à un chat. Et celui-ci... waouh, on dirait que ces nuages sont en train de tomber. Ah non, c'est juste un nuage de type Mammatus. Leur forme leur donne vraiment l'air de morceaux de nuages sur le point de tomber au sol. Ça ne devrait pas arriver, mais tu ferais quand même bien de commencer à chercher un abri. De tels nuages sont le signe de l'arrivée d'un orage violent. Il faut beaucoup d'air humide avec des cristaux de glace en altitude et de l'air sec dans les basses couches pour créer de tels nuages. Ensuite, des courants d'air verticaux apparaissent entre ces couches. Et ces courants font que les nuages prennent la forme d'un cerveau humain. Ce nuage géant ressemble à un dôme qui va recouvrir une ville entière. Et c'est exactement ce qui se passe. Un énorme nuage recouvre une vaste zone et y déverse ensuite une pluie abondante. Parfois, l'avant d'un tel nuage prend une forme bizarre, comme sur ces photos. Il ressemble à des spaghettis ou à des vers géants. Ce phénomène s'observe surtout en Australie et il s'appelle Morning Glory. Il se produit parce qu'un vent fort tord des parties du nuage des 2 côtés. Et alors, l'énorme masse nuageuse se divise en bandes épaisses. Parfois, tu peux voir dans le ciel un nuage constitué de milliers d'oiseaux. Il bouge rapidement et change de forme. Il devient plus transparent, puis plus dense et plus sombre à nouveau. Les oiseaux semblent participer à une sorte de danse, mais ils ne le font pas pour les foules de spectateurs rassemblés en bas. Ils le font pour se protéger. Lorsque les oiseaux se regroupent en un tel nuage, ils intimident les oiseaux de proie. Un aigle ou un faucon aurait du mal à choisir une seule cible parmi le nombre infini d'oiseaux. De plus, ils se déplacent rapidement, se couvrant les uns les autres. Les poissons se serrent les uns contre les autres en banc de la même manière. Un tel nuage peut effrayer un prédateur affamé. Prends des lunettes de soleil pour le suivant. Ce phénomène dure environ 40 minutes et ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent causer l'apparition d'un anneau effrayant autour de la Lune la nuit. La nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Dans ce cas, essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Un autre phénomène mystique peut être observé dans le désert, une cascade de sable. Lorsque le vent charrie beaucoup de sable au bord d'un canyon, il commence à tomber. Maintenant, amplifie cet effet 100 fois et tu obtiens une cascade de sable, comme celle qu'on peut observer en Arabie Saoudite. C'est comme les chutes du Niagara, sauf qu'il n'y a pas une goutte d'eau. Les locaux affirment que ce phénomène prévient d'une tempête de sable imminente. Il existe de nombreuses façons de sauver ta vie dans des situations extrêmes. Par exemple, lorsque tu te perds dans la nature. Mais il existe tout autant d'idées reçues sur la survie. Alors jetons tout de suite un coup d'œil à certaines d'entre elles. La rumeur dit que si tu te retrouves sans eau potable, mais entouré de neige, le meilleur moyen de se réhydrater est de manger de la neige. Malheureusement, c'est faux. Pire encore, manger de la neige peut entraîner une déshydratation supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as mis de la neige dans ta bouche, ton corps doit lancer un processus pour faire fondre la neige. Et tu devras donc dépenser plus d'énergie, ce qui te fera perdre des liquides plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. Manger de la neige peut entraîner une hypothermie, ce qui est 2 fois plus dangereux si tu es seul dans la nature. En outre, il y a de fortes chances que la neige contienne des bactéries nocives qui te rendront malade. Donc, si tu n'as pas d'autre solution, fais d'abord fondre la neige dans tes mains et évite la neige qui n'a pas l'air fraîche et immaculée. Si tu commences à avoir des engelures, soigne-les dès que possible. Mais contrairement à une idée reçue répandue, ne verse pas d'eau chaude sur la peau endommagée. Cela peut aggraver les choses. Au lieu de cela, si tu ne peux pas consulter un médecin immédiatement, retire les vêtements mouillés et place-les à l'endroit où se trouvent les engelures dans de l'eau tiède.
Ensuite, assure-toi que la partie du corps endommagée ne va pas geler à nouveau et garde-la en hauteur pour réduire le gonflement. Puis, mets un bandage sur la zone blessée. Si ce sont tes doigts ou tes orteils, applique un bandage sur chacun d'eux séparément. Puis place des boules de coton entre eux pour qu'ils ne se touchent pas. Ne frotte jamais la zone endommagée. Si tu te perds dans la nature et que tu ne sais pas quelle direction prendre, trouve un ruisseau ou une petite rivière. Suis-le jusqu'à ce qu'il rejoigne un cours d'eau plus grand et il te mènera dans une zone habitée et développée où tu trouveras de l'aide. Mais ne crois jamais le mythe selon lequel tu peux boire de l'eau si tu vois des animaux la boire. Si tu réussis à trouver une source d'eau, tu dois d'abord la purifier. Ton corps est très différent de celui des animaux, et si tu ne purifies pas l'eau avant de la boire, tu peux tomber extrêmement malade. Même dans une eau apparemment propre, il y a des millions de micro-organismes, et certains d'entre eux sont très dangereux pour les humains. Les sources d'eau douce peuvent être sans danger, mais dans une situation de survie, opte pour la prudence. Il existe un mythe de survie selon lequel il est sans danger de boire de l'eau salée en petite quantité. Un tel choix peut avoir des conséquences très dramatiques. Boire n'importe quelle quantité d'eau salée entraîne une déshydratation beaucoup plus rapide que si tu ne bois rien du tout. La meilleure chose à faire avec l'eau salée est de l'utiliser pour refroidir ton corps, pas pour boire. Maintenant, mettons que tu erres dans le désert, perdu et désespéré, quand soudain tu vois une grotte. Super, ça fera un abri parfait. Il y a du bois et de l'amadou que tu peux ramasser à proximité. Et tu as des allumettes. Il semble que la chance soit avec toi. Elle l'est en effet si tu ne fais pas une erreur fatale, qui est de faire un feu à l'intérieur de la grotte. Le principal problème n'est pas la fumée, mais que la chaleur provenant de ton feu va faire se dilater les rochers, qui constituent les murs et le plafond de la grotte. Ils finiront par se briser et tomber, et alors tu seras piégé par l'éboulement. Pour rester au chaud et en sécurité en même temps, fais un feu juste à l'extérieur de la grotte. Dès que tu réalises que tu t'es perdu dans les bois pendant une randonnée, arrête-toi immédiatement. Ça semble sans doute contre-intuitif, mais c'est une meilleure solution que de continuer à marcher. Il vaut mieux rester où tu es et essayer de créer une sorte d'abri. D'abord, quand tu bouges, tu te déshydrates plus vite. De plus, plus tu t'éloignes de l'endroit où tu t'es perdu, plus il faudra du temps à une équipe de secours pour te retrouver. Il existe un mythe selon lequel si tu croises un essaim d'abeilles et que tu déranges ces insectes, la meilleure chose à faire est de sauter dans l'eau. Malheureusement, cela ne te servira à rien. Les abeilles attendront simplement que tu refasses surface pour respirer. Une bonne solution consiste à courir en ligne droite aussi vite que possible jusqu'à ce que les abeilles cessent de te poursuivre. Une alternative encore meilleure est de trouver un abri, ta voiture, une maison ou même des toilettes publiques, et de te cacher à l'intérieur. Maintenant, que ferais-tu si tu croisais soudain un serpent ? Tu te dirigerais vers le reptile et tu essaierais de le faire fuir ? Ou tu l'écarterais avec un bâton ? Ou bien tu pourrais lui crier dessus et taper du pied. Quel est ton choix ? S'approcher du reptile et essayer de le faire fuir n'est pas une bonne solution. Le serpent peut croire que tu es agressif et t'attaquer. Même si les serpents n'ont pas d'oreilles, ils sont sensibles aux vibrations. C'est pourquoi élever la voix, frapper deux bâtons l'un contre l'autre ou taper du pied peut faire reculer le serpent. Dans tous les cas, si tu as l'occasion de t'éloigner, fais-le. Maintenant, voici d'autres conseils qui peuvent t'aider dans une situation critique. Si tu tombes d'une falaise, fais de ton mieux pour fractionner ta chute en plusieurs parties. Plus elles sont courtes, mieux c'est. Chacun des segments absorbera une partie de l'impact de la chute et tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie de t'agripper à un objet solide comme un buisson ou un rocher pour ralentir ta chute. Si tu es tombé à travers la glace dans de l'eau glacée, essaie de revenir au bord de la glace. Mais ne te hisse pas hors de l'eau en agrippant la glace. Le bord continuera à se briser et tu t'épuiseras en un rien de temps. Donne des coups avec tes jambes jusqu'à ce que ton corps soit positionné horizontalement dans l'eau. Ensuite, sors de l'eau en rampant sur la glace comme un phoque. Une fois que tu y es arrivé, ne te relève pas, reste allongé. De cette façon, ton poids sera réparti sur une plus grande surface et la glace sera alors moins susceptible de se briser. Si tu es en mer et que tu aperçois un tourbillon qui vient vers toi, ne panique pas. Si tu sais dans quel sens il tourne, monte sur son côté et utilise le courant du tourbillon pour te propulser hors de danger. Si tu commences à te débattre, tu risques d'être aspiré à l'intérieur.
Il y a aussi une chance que le tourbillon disparaisse ou devienne plus faible, plus près du fond. Donc, si tu te fais piéger par le tourbillon, prends une grande respiration et attends l'occasion de nager pour t'éloigner. Si tu te retrouves piégé sous des débris, par exemple pendant un tremblement de terre, ta priorité doit être de protéger ton système respiratoire. De plus, tu dois faire en sorte que ta réserve d'air dure le plus longtemps possible. Enlève ton t-shirt et fais un nœud avec, puis remets-le sur ta tête à l'envers par le trou du col. Le nœud doit être positionné au-dessus du sommet de ta tête. De cette façon, tu obtiendras une capuche de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira aussi un peu d'oxygène pendant que tu essaies de remonter à la surface. Si tu es pris dans des sables mouvants, fais tout ce que tu peux pour garder ta tête et tes bras au-dessus de la surface en permanence. Commence à remuer prudemment tes jambes. Les sables mouvants rempliront l'espace que tes membres occupaient. Dès que tu le peux, étire-toi sur le dos, cela augmentera ta surface. Continue à faire de petits mouvements jusqu'à ce que tes jambes soient libres. Tu peux aussi faire des mouvements de dos crawlé avec tes bras. Cela t'aidera à tirer tes jambes vers l'extérieur. Si tu n'as pas de petits bois pour allumer un feu, déballe ta réserve de chips. Les Pringles, les Doritos et autres peuvent servir de substitut efficace aux feuilles sèches. Il en va de même pour les spaghettis. Quelque chose d'intéressant s'est récemment produit dans le Dakota du Sud. C'était partout sur Internet, donc tu en as peut-être entendu parler. En juillet 2022, le ciel de cet État est soudainement devenu vert. Que s'est-il passé exactement ? Est-ce que ça a été causé par les humains ou par la nature ? Découvrons-le. Mardi 5 juillet 2022. Peu après une forte tempête, le ciel du Dakota du Sud était encore couvert. Les habitants ont fini par sortir de chez eux et ont vu que le ciel avait pris une teinte vert foncé intense. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans un film de science-fiction. Sans surprise, les habitants ont immédiatement commencé à diffuser la nouvelle sur tous les réseaux sociaux. Ils ont partagé leurs magnifiques mais étranges photos sur Twitter. Elle montrait le ciel au-dessus de Sioux Falls et de quelques autres villes. Même si cela peut ressembler à quelque chose de surnaturel, ce n'est pas du tout un phénomène terrifiant. C'est un simple jeu entre la lumière et l'atmosphère. Mais un tel phénomène arrive assez rarement et signifie généralement que du très mauvais temps approche. Et c'était le cas dans le Dakota du Sud. Juste avant que les gens ne commencent à partager leurs photos, une tempête a balayé la ville de Sioux Falls. Cela a été confirmé par le service météorologique américain. Cet ouragan était terrible. La vitesse du vent était d'environ 160 km/h. Selon l'échelle de Beaufort, mesurant la vitesse des vents, il s'agit de la tempête la plus rapide et la plus destructrice. Il n'y a que 12 niveaux sur cette échelle, et si la vitesse du vent dépasse 117 km/h, c'est qu'on a atteint le niveau maximal. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux ? Parce que c'est plutôt habituel dans cette région. Les orages se produisent très souvent aux États-Unis, surtout pendant les mois les plus chauds. Et un orage sur 10 peut devenir quelque chose de plus sérieux comme une tornade. Celui-ci n'était pas une exception. Il s'agissait du fameux derecho. Le derecho est très répandu et de longue durée. Il s'agit en fait de la combinaison d'un groupe d'orages violents se déplaçant rapidement et de pluies diluviennes. Les gens disent souvent qu'un derecho est aussi fort qu'une tornade. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Une tornade est un vortex, une colonne d'air en rotation. Son diamètre est d'environ 150 mètres, bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 4 km. Et dans ce cas, il vaut mieux être loin. Mais le point principal est que les tornades tournent. Le vent se déplace très rapidement et de façon circulaire autour d'un centre invisible. Un derecho est un orage fort ou un système d'orage fort avec des vents en ligne droite. En d'autres termes, il ne tourne pas. Au lieu de cela, le derecho choisit un point quelque part et y court simplement, comme un marathonien très motivé. Si on compare un derecho à une tornade ordinaire, cette dernière a 6 niveaux de force, de 65 à 600 km/h, tandis qu'un derecho est un peu comme une petite tornade de niveau moyen 1 ou 2.
Habituellement, sa vitesse est comprise entre 115 et 180 km/h. Et dans les deux cas, ils peuvent être accompagnés d'orages violents, d'éclairs et de pluie. Mais ce sont tout de même des phénomènes différents. Une tempête devient un derecho si la traînée de dégâts qu'elle laisse dépasse 385 km de distance et si la vitesse du vent est d'au moins 95 km/h. Il est assez difficile à prévoir. Il peut se former même par temps clair lorsque les météorologues ne prévoient pas de tempête. Et puis les vents apparaissent soudainement. C'est tellement surprenant qu'ils peuvent même sembler explosifs. Mais le service météorologique national essaie d'avertir les habitants au moins une demi-heure ou une heure avant que cela ne se produise, afin qu'ils aient le temps de se préparer et de se mettre à l'abri. Ce n'était pas différent cette fois-ci. La tempête a balayé presque tout le Dakota du Sud, ainsi que les États voisins du Minnesota et de l'Iowa. Les conséquences ont été assez sérieuses. Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Heureusement, personne n'a été blessé, notamment parce que les habitants sont plutôt habitués au derecho. Cependant, le ciel vert est quelque chose de différent. C'est devenu un spectacle très inhabituel pour les habitants. Tout le monde se demandait pourquoi cela arrivait. Était-ce un mauvais présage ou un phénomène météorologique normal ? Pour être tout à fait honnête, les scientifiques n'ont pas d'explication exacte. Mais bien qu'il n'y ait que des hypothèses, elles semblent plutôt convaincantes. Un ciel vert est un phénomène très rare. La plupart des scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une puissante tempête s'approche de la région avant le coucher ou le lever du soleil. Le ciel devient alors vert dans la zone. Le météorologue de NBC, Bill Karins, qui a lui-même été confronté à un événement similaire, suggère que le ciel vert est apparu à cause de l'énorme grêle qui a précédé la tempête. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le ciel est généralement bleu, ou toute autre nuance selon son humeur. Le soleil transporte simultanément tous les rayons du spectre des couleurs. Il peut nous sembler blanc, mais il possède en fait toutes les couleurs en même temps. Cependant, ces ondes de couleurs ont toutes des longueurs différentes. Par exemple, les rayons bleus sont plus courts que les autres. Ils traversent mieux les molécules d'air que les ondes rouges, si bien qu'ils nous atteignent plus rapidement. C'est pourquoi par temps clair, le ciel semble bleu. À l'inverse, les ondes de couleur rouge et orange sont très longues et se déplacent plus lentement. Elles sont donc généralement laissées derrière. Mais lorsque le soleil passe sous l'horizon ou se lève, la direction des rayons change et ces ondes nous atteignent mieux. Tout cela signifie que même si les levées et couchers de soleil nous semblent rouges et oranges, il y a en réalité toujours des ondes bleues et vertes. Mais elles doivent rebondir sur quelque chose pour nous atteindre plus rapidement et devenir plus fortes que les rayons rouges. Tu as compris où on veut en venir. C'est là que l'eau entre en jeu. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles deviennent suffisamment grosses, mais ne tombent pas encore, par exemple à cause de vents forts, elles affectent le comportement de la lumière dans le ciel. Les tempêtes violentes sont principalement composées d'eau et de grêle. Or, c'est l'eau qui reflète le mieux les rayons bleus et verts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau des rivières et des lacs nous semble bleu-vert, alors qu'en réalité, elle est transparente. Il y a donc quelques facteurs clés qui font en sorte que le ciel peut devenir vert. Tout d'abord, le soleil doit être au niveau de l'horizon. Un autre facteur est que même si les nuages d'orage approchent, ils ne doivent pas couvrir complètement le ciel. Il doit encore y avoir un peu de place pour les rayons du soleil. Ensuite, des rayons bleus à peine perceptibles se dirigent vers les nuages d'orage, mais ils sont repoussés par les gouttelettes d'eau et la grêle. En se mélangeant avec le coucher de soleil rouge, ils se transforment en une lumière verte brillante. Et cette lumière verte se répand dans tout le ciel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le ciel devient vert, les gens ne peuvent le voir que le soir. Cela peut éventuellement se produire en milieu de journée, mais c'est très rare, étant donné que les conditions sont très spécifiques. Quoi qu'il en soit, si tu vois un ciel vert, pas de panique. Cela ne signifie pas forcément qu'une terrible tempête est en approche.
La probabilité est élevée, mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut simplement s'agir d'une forte pluie ou d'une forte grêle. En d'autres termes, si tu vois un ciel vert, tu ferais mieux de te mettre à l'abri et de mettre ta voiture à l'abri. Mais si tu as la chance de pouvoir admirer un magnifique ciel vert depuis le confort de chez toi, profites-en. Car tu auras eu la chance de vivre quelque chose de très rare. Certaines personnes ont dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elles aient jamais vue. Les autocollants sur ta voiture dévoilent beaucoup plus d'informations que tu ne le penses. Celui que tu as fait avec ton chien dessus peut indiquer aux voleurs potentiels que tu aimes les activités de plein air et que tu passes beaucoup de temps loin de ta maison et de ta voiture, qui deviennent alors des cibles parfaites. Ou que tu as suffisamment d'argent pour te payer un beau chien de race. Le fait d'avoir un autocollant indiquant que tu as un bébé à bord pourrait signifier que tu es facilement distrait et toujours très occupé, et qu'il est donc facile de voler ta voiture. Et ces autocollants que tu ramènes de vacances peuvent indiquer que tu t'absentes parfois pendant 1 ou 2 mois, ou que tu as l'habitude de voyager assez loin. Si tu es fier de tes activités, évite de le faire savoir avec des autocollants, car cela pourrait donner des idées à certaines personnes. Par exemple, le nom de ton université ou l'endroit où tu joues au golf le week-end. Même chose concernant ta profession. Les voleurs en déduiront qu'ils trouveront facilement des objets de valeur en ouvrant ta voiture. C'est en fait une idée de ton salaire mensuel. Et certains autocollants peuvent également les renseigner sur le quartier où tu habites et où tu travailles, ce qu'il est généralement préférable de garder pour soi. Plus ta voiture est personnalisée, plus on se souviendra de toi. Et si un jour tu as un problème avec quelqu'un au milieu de la circulation, la personne sera plus susceptible de te signaler aux autorités si tu as une plaque d'immatriculation originale, si ta voiture est d'une couleur inhabituelle ou s'il y a beaucoup d'autocollants sur ta carrosserie. Si tu n'as pas l'intention de garder ta voiture pour toujours, veille bien à ce qu'elle reste en bon état pour le jour où tu décideras de la revendre. Un grand nombre d'autocollants pourrait rebuter les acheteurs. Et puis c'est un véritable casse-tête de nettoyer tout ça. Il laisse énormément de résidus sur la carrosserie, dont la peinture risque de s'abîmer. En revanche, un autocollant signalant que tu as installé une alarme ou un traceur GPS éloignera efficacement les personnes mal intentionnées. Tu ne dois jamais laisser tes appareils électroniques dans ta voiture pendant de longues périodes. Tout d'abord, ils peuvent attirer l'attention des voleurs, sans compter que les températures extrêmes peuvent gravement endommager ton téléphone ou ton chargeur. Tu as toujours ton tube de crème solaire à portée de main ? Souviens-toi seulement de ne pas l'oublier dans ta voiture. Exposé au soleil, ce type de crème perd rapidement son efficacité car la chaleur désactive rapidement ses propriétés. Les spécialistes recommandent de conserver la crème solaire à des températures inférieures à 25 degrés Celsius. Il vaut mieux aussi garder tes lunettes à l'abri des rayons du soleil. Mets-les dans ta boîte à gants ou dans ta poche quand tu descends de ta voiture. La lumière directe peut endommager leurs verres et leurs montures de métal ou de plastique. Elles se déformeront et ne protégeront plus tes yeux. Si tu as déjà acheté de la laque pour cheveux, de la peinture en bombe ou du déodorant en spray, tu connais certainement les recommandations de température de conservation que l'on trouve imprimées sur ces produits. Il ne faut jamais les exposer à des températures extrêmes. Les gaz à l'intérieur peuvent rapidement se dilater et faire exploser les récipients, sans compter que leur contenu est souvent inflammable. Veille aussi à ne pas laisser des bouteilles d'eau dans ton véhicule. Si tu les oublies au soleil trop longtemps, tu risques d'ingérer des substances nocives comme du BPA, un composé utilisé dans la fabrication de divers plastiques. Ces substances peuvent se mélanger à l'eau au bout d'un certain temps. C'est pourquoi il y a toujours une date d'expiration sur ces bouteilles. Ce n'est pas parce que l'eau se gâte, c'est la date limite à laquelle elle peut être consommée avant d'être contaminée par les composés chimiques contenus dans le plastique. De plus, si tu laisses une bouteille d'eau sur le siège d'une voiture en plein soleil, elle pourrait agir comme une loupe et mettre le feu dans ton habitacle. Si tu veux pouvoir profiter de tes provisions en toute sécurité, ne les expose jamais à des températures élevées. Lorsque tu fais tes courses, ne laisse pas tes produits périssables dans un lieu où il fait plus de 4 degrés Celsius pendant plus de 2 heures. Et seulement 1 heure si la température est supérieure à 32 degrés Celsius. Le mieux est d'acheter les viandes et les produits laitiers en dernier. Après ça, tu peux rentrer rapidement chez toi et les mettre au frais. Même pendant la saison froide, tu ne dois jamais laisser tes boissons sans surveillance dans ta voiture. L'eau, les jus et les boissons gazeuses peuvent, en gelant, gagner un volume dans leur récipient et provoquer de gros dégâts. Je sais qu'il est bien plus facile de fourrer tout simplement tes vêtements dans un sac en sortant du sauna ou de la piscine. Veille seulement à ne pas les laisser trop longtemps dans ta voiture. Les tissus peuvent très vite moisir et des bactéries pourraient contaminer ton véhicule. Et puis, ils seront fichus.
Accroche-les pour qu'ils sèchent dès que tu arrives chez toi, cela leur évitera de s'abîmer. Moi aussi, je me soucie toujours d'avoir une haleine fraîche, surtout quand j'ai fait un peu de route. Mais j'évite d'acheter des paquets de chewing-gum, car ils peuvent fondre et coller à mes affaires et à mon tableau de bord, surtout lorsqu'il fait une chaleur torride dehors. Ce n'est pas non plus une bonne idée en hiver, car ils peuvent geler et durcir, ce qui pourrait endommager tes jolies dents. Mieux vaut opter pour des pastilles mentholées si tu veux être sûr de garder une haleine fraîche. Tu ne dois surtout pas laisser ton sac à main sans surveillance dans ta voiture. Nous rangeons souvent nos objets de valeur dans notre sac, nos clés par exemple ou notre portefeuille, et c'est une chose que les voleurs repèrent tout de suite. Si tu ne peux pas le prendre chez toi, range-le plutôt dans ton coffre, et personne n'en saura rien. Ta voiture n'est pas non plus un endroit sûr pour tes documents officiels. Détruis-les si tu n'en as plus besoin ou dépêche-toi de les poster. Si quelqu'un force ta voiture, tes contrats et tes fiches d'impôt pourraient leur donner accès à des informations très sensibles. Les gens laissent même souvent leurs documents sur le siège passager où ils sont bien visibles pour les curieux. Les crayons gras sont super pendant les longs voyages pour divertir les enfants, mais il vaut mieux les emporter ou les placer dans une boîte hermétique dès que tu arrives à destination. Ce genre de crayon fond facilement et peut faire des taches sur tes sièges. Prépare toujours ton voyage à l'avance si tu as l'intention d'acheter des plantes d'intérieur. Si tu sais que tu ne rentreras pas chez toi tout de suite après, assure-toi d'acheter des plantes robustes. Même des températures douces de 7 à 10 degrés Celsius pourront les abîmer en moins d'une heure si elles sont délicates. Et si les feuilles sont en contact avec les vitres, les dégâts seront encore plus importants. S'il s'agit d'une grande plante, ne la transporte pas dans ton coffre et ne laisse pas son feuillage dépasser la vitre. Et s'il fait vraiment froid dehors, assure-toi de réchauffer ton véhicule avant d'y placer tes plantes. Conduis toujours avec des chaussures, même sur une courte distance ou s'il fait très chaud. Si tu dois freiner rapidement, ton pied nu pourrait glisser de la pédale et tu t'exposerais à un accident. Et si tu devais sortir en urgence de ta voiture, tu pourrais te blesser ou perdre un temps précieux en remettant tes chaussures. Si tu transportes ton vélo ou ta trottinette sur ta voiture, fais bien attention à leurs pneus et n'oublie jamais d'emporter une pompe et des rustines. Ce sont aussi des choses qu'il ne faut jamais laisser au soleil quand il fait chaud. En effet, l'été, l'air à l'intérieur des pneus peut se dilater et ils peuvent éclater. Les températures élevées sont mauvaises pour le caoutchouc. Et tu pourrais te retrouver avec un pneu crevé en plein milieu de ta promenade à bicyclette.